Bonsoir à tous. Les petites et moyennes entreprises peuvent-elles regarder l'avenir avec sérénité? Non, répond en tout cas le secteur Horeca. Cafés et restaurants avaient établi une liste de revendications à l'occasion du conclave budgétaire, mais le gouvernement fédéral ne les a pas retenues. Alors ce qui est vrai pour le secteur des cafés et restaurants, l'est-il pour d'autres secteurs? L'extension des flexi-jobs est-il une réponse à la pénurie de main-d'œuvre? Les tenanciers de l'Horeca sont-ils condamnés à augmenter leurs tarifs? Doit-on craindre davantage de faillites dans les mois qui viennent? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et nos invités ce soir, Mathieu Dewèvre, vous êtes expert au service d'études de l'Union des classes moyennes. Bonsoir. Et Mathieu Léonard, vous êtes restaurateur et vous êtes le trésorier de la Fédération Horeca Bruxelles. Merci à tous les deux. Avant de vous donner la parole, une déclaration, un extrait de déclaration, c'était lundi dernier lors de la présentation de ce fameux budget du gouvernement fédéral. On va écouter ce qu'en disait notamment David Kleinraval, c'est le ministre des classes moyennes. Je crois que c'est un budget qui est satisfaisant. Vous saviez que j'avais une crainte que ce soit déséquilibré et qu'il n'y ait pas d'équilibre entre les efforts en dépenses et les efforts en taxes, mais on peut le dire ici, on a un résultat qui est équilibré avec des efforts équivalents et on doit s'en réjouir. Une mesure aussi qui est intéressante, c'est la taxe emballage qui disparaît du tableau. Donc c'était une taxe qui avait été décidée, mais que l'on décide de retirer, de ne pas faire. Évidemment, pour nous, c'était un problème puisque cela allait impacter notamment le secteur de la distribution qui est soumis à rude épreuve. Last but not least, je ne peux pas, en tant que ministre des Indépendants, ne pas évoquer une mesure importante, c'est le financement structurel, 4 millions d'euros pour une mesure qui vise à lutter contre le burn-out et les risques de suicide au niveau des indépendants. Vous savez qu'il y a, suite au Covid, on a eu pas mal de discussions sur ce sujet. On a mis en place des mesures préventives et on va pouvoir pérenniser cette mesure, notamment en collaboration avec l'INASTI et les caisses d'assurance sociale. Mathieu Dewèvre, donc petit extrait de ce que disait le ministre des Indépendants des classes moyennes. Il a dit beaucoup plus de choses que ça. En réalité, il s'est félicité d'un certain nombre de décisions. Ça donne un petit peu le ton. Le dernier extrait qu'on a choisi sur cette inquiétude au sujet de la santé mentale des indépendants des classes moyennes, ça donne le ton? Oui, tout à fait. Donc nous sommes effectivement positifs par rapport à ce qui sort de ce conclave budgétaire. Élément important, la question des flexi-jobs, on y reviendra. On souligne aussi la question du soutien au retour au travail des travailleurs malades. Et puis, il y a ce point qui est évidemment très important, c'est le soutien structurel à la santé mentale des indépendants. Ouais. David Kleinraval a raison de dire que c'est un exercice équilibré, qu'on cherche des recettes, on cherche des dépenses. J'imagine que du côté des entreprises, et notamment des petites et moyennes entreprises, on aurait espéré une baisse des cotisations sociales, ou je me trompe ? Alors, on l'avait espéré, UCM l'avait demandé, il y avait cette idée que ce qui était aux 2 premiers trimestres une vraie aide ne l'est plus pour les 2 derniers trimestres. On parlait de cette aide de 7,07%. Ouais, donc c'était une baisse de 7% des cotisations sociales. Ouais. Absolument. Et donc on aurait aimé que ça soit poursuivi aux 2 derniers trimestres. Bon, tout n'a pas été possible, mais voilà, on voit qu'il y a eu des décisions prises. Il y a aussi des décisions qui n'ont pas été prises, et c'est peut-être aussi assez positif. Je pense notamment à la réforme fiscale, qui n'était manifestement pas mûr. Ouais, et puis il y a eu donc des mesures qui ont été abandonnées, notamment la taxe sur les emballages. Est-ce que vous qui avez un regard quand même un petit peu sur l'activité économique, on peut parler d'une forme de reprise aujourd'hui en Belgique après la Covid-19, après la crise de l'énergie et de la guerre en Ukraine? Aujourd'hui, on est dans un paysage économique plus stable? Plus stable. La reprise est là, mais elle est timide. C'est pas encore extraordinaire. On n'a pas encore retrouvé notre niveau d'avant Covid. UCM vient de sortir un baromètre qui fait montre d'une tendance plutôt positive, mais on ne peut pas encore vraiment parler de réelle embellie. Donc légèrement positif, on va dire ça comme ça. Mathieu Léonard, autre son de cloche. J'imagine que dans l'Horeca, il y avait eu cette demande formulée par les 3 fédérations Horeca du Royaume, donc la bruxelloise, la vôtre, mais aussi la fédération wallonne et la fédération flamande. Vous n'avez pas été entendu. J'imagine que ça, c'est un petit regret. Alors moi, je m'amuse beaucoup de l'autosatisfaction du gouvernement fédéral. Ils ont bouclé un budget de la manière qu'ils pouvaient, mais ils n'ont effectivement pas entendu un secteur qui représente aujourd'hui 160 000 employés, près de 330 000 de manière indirecte.
Ce sont les chiffres pour l'ensemble du royaume. Exactement. À Bruxelles, on est quand même beaucoup moins. Moi, je trouve super cette extension des flexi-jobs aux autres secteurs. Nous sommes des entrepreneurs, on sait ce que coûte le travail aujourd'hui. Donc, bien entendu, on appuie en tout cas ce genre de décision. On trouve ça très très bien. Maintenant, pour parler plus précisément du secteur de l'ORECA, on n'a absolument rien obtenu, mais rien. C'est-à-dire que la seule chose qui risque de se passer, c'est qu'on augmente finalement le taux de taxation des flexi-jobs à 28%, alors que nous étions taxés à hauteur de 25%, donc on y perd quoi qu'il en soit, et qu'une des mesures supplémentaires dans les décisions du budget, c'est de rapatrier près de 15 millions d'euros par an suite aux contrôles intensifs qui vont être effectués pour les restaurateurs qui seraient branchés ou non à la boîte noire. On va rappeler peut-être rapidement les 4 demandes que vous aviez mises sur la table. Il y avait une demande de réduction de la TVA sur les boissons non alcoolisées. Il y avait une demande de pouvoir étendre le système des heures supplémentaires détaxées. Il y avait, alors on va expliquer cette espèce de prime qui est liée à la caisse enregistreuse certifiée, ce que certains appellent la caisse intelligente, d'autres la caisse blanche, d'autres la boîte noire. Je ne sais pas quelle est l'expression qui vous convient. La caisse blanche, c'est bien. Où ceux qui l'appliquent ont le droit à une prime de 500 euros pour 5 travailleurs. Vous demandiez que ce soit le double, que ce soit 1 000 euros, qu'on monte le montant jusqu'à 10 travailleurs, et puis des réductions de cotisations sociales. Ces demandes-là, vous les avez chiffrées. Ça aurait coûté combien l'État fédéral? Et pour vous, pourquoi est-ce que c'était important? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. C'est important parce que depuis l'instauration de la caisse blanche ou la boîte noire, ça dépend de quel bord on se trouve, depuis l'instauration de la caisse blanche en 2016, à savoir il y a maintenant bientôt 8 ans, la prime sectorielle ONSS de 500 euros par travailleur par trimestre octroyée à l'entreprise qui est branchée n'a pas été indexée. Ouais. Cette caisse blanche, elle envoie des informations au fisc, ça permet d'éviter le travail au noir. Ça fait un enregistrement, et donc en cas de contrôle, le fisc peut immédiatement comparer ce que vous déclarez par rapport à ce qui a réellement été pointé. Donc ici, nous, ce que l'on reproche au système, c'est que la Belgique est bien faite. On indexe l'ensemble des salaires, en l'occurrence nos ouvriers également, puisque ce sont majoritairement des ouvriers qui sont engagés chez nous. Et entre 2016 et 2023-2024, aujourd'hui, il y a eu une indexation des salaires de près de 26%. Eh bien, de ces 500 euros que nous percevons de manière trimestrielle sous prétexte que nous sommes branchés à la boîte noire, il n'y a pas eu d'index. Donc finalement, nous recevons de l'argent de l'État pour un effort consenti, qui est juste. On ne mettra pas ça en balance. Mais en l'occurrence, l'index ne suit pas par rapport aux primes qu'on nous octroie. Oui, mais ce n'est pas une entrée dans la légalité de beaucoup de restaurateurs. Parce qu'il y a quand même beaucoup de blagues dans la restauration il y a quelques années. On est d'accord avec ça? Il y a quelques années, dans les années 80, 90, début 2000, oui, ça, c'était probablement le leitmotiv, c'est d'en faire le plus. Oui. Ouais. Ça va renforcer le recours au travail au noir? C'est ce qui vient de se passer ou pas? En tout cas, ça ne va certainement pas l'aider à le diminuer, ça c'est sûr. Ouais. On vient d'entendre le secteur ORECA. On va élargir un petit peu, Mathieu De Wever, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, pour vous, sont plus en difficulté que d'autres aujourd'hui, notamment en Wallonie ou à Bruxelles? C'est-à-dire, pas vraiment. Enfin, tous les secteurs sont en difficulté. Et puis, ça dépend ce que vous appelez en difficulté. Ouais. Par exemple, en demande de recrutement, oui, là, on constate que tous les secteurs, toutes les entreprises de tous les secteurs sont en demande de trouver du personnel qualifié et n'y arrivent malheureusement pas. Ouais. Alors, on va justement aborder cette thématique avec les flexi-jobs. On va écouter un autre des vice-premiers ministres. C'est Pierre-Yves Dermagne, qui est le ministre de l'Économie et de l'Emploi. C'est un système qui, comme vous le savez, avait été créé en particulier et en premier lieu pour l'ORECA et dans un deuxième temps pour le secteur de la distribution, qui, comme le Premier ministre l'a dit, fait aujourd'hui l'objet d'une activité particulièrement intense dans notre pays et dont le périmètre a été étendu une première fois et une deuxième fois ce week-end, ou aujourd'hui, mais avec la volonté de réformer le dispositif en faisant en sorte tout d'abord que les barèmes sectoriels s'appliquent. Deuxième modification fondamentale du dispositif des flexi-jobs, c'est l'augmentation de la cotisation patronale, des cotisations sociales patronales, qui passe de 25 à 28%, de telle manière à financer correctement notre système de sécurité sociale. Nous avons voulu aussi mettre en œuvre une série de dispositions anti-abus pour éviter que le système soit dévoyé.
Alors, Mathieu et Léonard, ça existait déjà hein, dans l'Horeca, on a même commencé par vous, par votre secteur. C'est très utilisé aujourd'hui, les flexi-jobs. Vous en utilisez, vous, par exemple, dans vos restaurants? Moi, j'en utilise dans chacun de mes établissements. C'est particulièrement populaire en Flandre. Elle est un petit peu moins en Wallonie et Bruxelles emboîte le pas de la Flandre. Oui. Ouais. Oui. On explique le système. Hein. C'est un système qui autorise un certain nombre de travailleurs qui sont salariés ailleurs, même des pensionnés, à travailler quelques heures à un tarif fiscal avantageux. Ça permet de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le problème des restaurateurs, cafés, restaurants, c'est la main-d'œuvre? Ah oui, c'est le premier des problèmes. Si vous n'avez pas de main-d'œuvre, vous ne savez pas réaliser de chiffre d'affaires. Et donc, ça, on a un gros problème d'enseignement, de formation, et de diriger en tout cas les jeunes d'aujourd'hui vers cette filière-ci. Et puis, l'attractivité salariale aussi, parce que nous ne sommes pas obligés de suivre le barème sectoriel dans les flexi-jobs, c'est-à-dire que nous pouvons fixer nous-mêmes le montant octroyé à chaque travailleur qui viendrait sous contrat flexi-job, et c'est avantageux parce qu'on peut très très bien rémunérer à l'heure, soit un pensionné, soit quelqu'un qui produit à minima un 4/5e dans un autre secteur, et qui serait sous contrat dans un autre secteur, ou même dans le même secteur, peu importe, mais qui aurait un contrat de travail 4/5e. Donc c'est super avantageux non seulement pour le travailleur, et c'est particulièrement avantageux pour le patron ou l'entreprise, puisque tout ça est défiscalisé. Ouais, et ça ne va pas beaucoup changer pour vous, sauf que la cotisation patronale va monter un petit peu. On va passer de 25 à 28%, on l'a dit tout à l'heure. C'était pour 8 secteurs jusqu'à présent, ça passe à 19. Ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les nouveaux secteurs concernés? Alors d'abord, très bonne nouvelle, effectivement. Nouvel élargissement. Nous, on était très partisans à ce que le système soit élargi, notamment aux déménageurs, par exemple, ou aux autocaristes. On souligne aussi un élément extrêmement positif, c'est que non seulement il y a un élargissement à 12 nouveaux secteurs, mais il y a en plus l'idée que ceux qui ne sont pas dans la liste pourront tout de même appliquer le système FlexiJob si la commission paritaire le demande. Donc il faudra un accord paritaire, patronat, syndicat. C'est-à-dire qu'il y a d'autres secteurs qui pourraient demander à entrer dans le même système. Potentiellement, tous les secteurs pourraient effectivement entrer dans le système. Alors je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer des emplois qui sont de moindre qualité que les emplois salariés habituels? Alors nous, on ne pense pas du tout c'est ce que doivent vous dire les syndicats, j'imagine. Les organisations syndicales tiennent ce genre de discours, mais effectivement, on ne partage pas cette opinion. Pour nous, le FlexiJob n'est absolument pas un système low cost. Par exemple, voilà, aujourd'hui, la cotisation est de 25%, demain de 28%. Les aides à l'emploi ne pourront pas s'appliquer sur cette cotisation. Donc, il n'y aura pas de diminution de cette cotisation. Le travail en FlexiJob restera assez relativement lourd pour l'employeur, mais l'intérêt, c'est surtout la flexibilité du système. Donc c'est une main-d'œuvre qu'on peut appeler en cas de montée de production ou quand on a plus de clientèle, des périodes plus fastes dans certains secteurs, ça permet de... Pour un nombre réduit d'heures, pour faire face à cette pénurie de main-d'œuvre qui est omniprésente, on vient de le dire, mais certainement pas un emploi à bon marché où on peut faire ce qu'on veut avec des travailleurs qu'on pourrait traiter plus ou moins bien. Il ne s'agit pas du tout de ça. Et donc ça va désormais aussi être applicable, ce FlexiJob, notamment dans le secteur alimentaire, dans le secteur du sport, de l'événementiel, de la culture et même de l'enseignement côté francophone. Alors, on va se retourner vers Mathieu Léonard. Les FlexiJobs, vous les aviez déjà, il n'y a pas grand-chose qui change pour vous. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement, cette mesure, elle sert à un certain nombre de secteurs et que vous, comme vous ne pouvez pas en bénéficier, vous avez été les oubliés de l'histoire? On a été oubliés, mais on a été surtout pénalisés. On n'a rien gagné du tout. Comment ça se fait? Ça veut dire que les ministres fédéraux n'écoutent pas les fédérations Horeca? Vous étiez quand même sorti dans la presse en plein conclave budgétaire, donc le message était quand même passé. Alors chacun ses priorités. Moi je comprends très très bien que certains partis portent des mesures plus que d'autres. Je crois qu'ici, on va pas... Donc Pierre-Yves Dermagne, qui est le ministre de l'Emploi, qui porte ses priorités. Au travers de son parti, très bien. Écoutez, nous, on prend les miettes pour peu qu'il y en ait, parce qu'ici, comme je l'ai dit, on est plutôt pénalisé plutôt que soutenu. Et je crois que le politique ne se rend pas bien compte, en tout cas, de la réalité de terrain et de la manière dont nous subissons les multiples crises. Est-ce que c'est la crise de trop pour le secteur Horeca? Parce qu'on a parlé, il y a eu la Covid-19, il y a eu beaucoup de fermetures, il y a quand même eu des aides de l'État au moment où vous étiez fermé. Oui, toutes relatives. Il y a eu les prix de l'énergie, donc ça augmente la facture, et puis ça diminue aussi le pouvoir d'achat de vos clients potentiels.
présidentielle. Maintenant, on sait qu'il y a une sorte de crise de la main-d'œuvre. Ça veut dire qu'il y a certains restaurateurs en région bruxelloise qui pourraient réellement mettre la clé sous le paillasson dans les prochains mois ou pas? Tout à fait. Écoutez, sur les 9 derniers mois de l'année, ici 2023, on a subi 1400 faillites rien que dans notre secteur. Sur l'ensemble du royaume, toujours. Sur l'ensemble du royaume, bien entendu. Je ne suis pas, dans ce cadre-ci, pas que le porte-parole de la Fédération bruxelloise. Je parle vraiment pour l'ensemble de mon secteur. C'est une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Exactement. Ce qui est énorme. Il y a un moment, il faut que les autorités publiques se rendent compte que nous faisons partie du top 3 des pourvoyeurs d'emploi, sous-qualifiés ou pas qualifiés du tout, et que nous formons tous ces gens à obtenir un travail. Quand je vois le nombre de personnes qui ne travaillent pas ou qui sont en chômage de longue durée, ou en l'occurrence parce qu'ils sont en maladie de longue durée, excusez-moi, et qu'on ne remet pas à l'emploi, quand on parle de 600 000 personnes, moi, il m'en faut juste 5 dans un de mes établissements et la question, elle est réglée. Et ils seront très bien payés, ils auront des contrats temps plein, on paye nos taxes et nos cotisations sociales, tout ce qu'il faut pour faire en sorte que notre entreprise soit pérenne. On veut juste un secteur blanc, on n'a aucun problème à ça, mais on voudrait bien être aidé parce qu'on paye trop cher aujourd'hui. Ouais. Mathieu De Wever, ce qui est vrai pour l'ORECA, ça l'est dans d'autres secteurs. Il y a vraiment un problème de pénurie d'emploi, de main-d'œuvre. Et si on arrive à résoudre ça, on va réussir à résoudre la majorité des problèmes des PME? C'est l'enjeu majeur du moment, oui. Le coût du travail est un enjeu structurel, mais l'enjeu vraiment du moment, c'est cette question des pénuries d'emploi. Donc, FlexiJob, c'est évidemment une bonne nouvelle. Mais nous, par exemple, on dit, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas les agences régionales de l'emploi, Actiris ici à Bruxelles, entre guillemets, sur le coût des FlexiJob? Pourquoi est-ce que eux ne deviendraient pas des pourvoyeurs de FlexiJob? C'est une proposition, parce que vraiment, cette pénurie d'emploi, je le disais, elle est omniprésente et c'est un élément extrêmement important. On se rend compte qu'il y a des tas d'entrepreneurs qui refusent des missions, qui refusent des contrats, parce qu'ils ne trouvent pas le personnel. Ouais. Donc c'est l'ensemble de la collectivité qui est impactée, c'est de la richesse qui ne se crée pas. Et ce personnel, il est suffisamment formé ou c'est un autre aspect du problème? C'est un autre aspect du problème, oui, effectivement. Il faut plus de connexion entre l'école et l'entreprise. On l'a dit, UCM l'a dit il y a quelques mois. Il y a aussi un travail à faire à ce niveau-là, oui, évidemment. Alors, je reviens à l'ORECA. La réponse, je fais toujours l'avocat du diable, elle est toute simple. Mathieu Léonard, vous n'avez qu'à augmenter vos prix, et puis vous pourrez augmenter les salaires, et vous aurez plus de candidats. Oui, vous avez raison. Et puis, qu'est-ce qui se passera? Finalement, on ne s'adressera plus qu'à des privilégiés. C'est ça l'enjeu? C'est que le repas au restaurant reste accessible pour un grand nombre? Le repas au restaurant, la petite bière dans le bistrot. Est-ce que vous avez augmenté vos tarifs? Est-ce que vos collègues ont augmenté leurs tarifs ces derniers mois? J'ai augmenté mes tarifs suite à l'indexation des salaires. Parce qu'il y a un moment où je ne peux pas être exempt non plus. Il faut que je paye mes factures, il faut que mon entreprise soit rentable. Quand on a d'autres projets, il faut présenter un joli bilan à son institution financière. Il y a toute une série de choses qui font qu'il faut prendre soin de son entreprise. Et prendre soin de son entreprise, c'est évaluer les rentrées et les sorties. Moi, je vois que dans mes sorties, c'est le coût de mon personnel qui me flingue littéralement, et c'est le cas pour l'ensemble de mes confrères. Ça représente combien, par exemple, si par rapport au chiffre d'affaires ou par rapport à votre bilan, on dit c'est à peu près 50%, c'est ça? C'est encore plus. C'est plus. Ça peut grimper, mais si vous arrivez à 50% de personnel cost, vous tenez 2 ans et puis vous mettez la clé sous la porte, c'est fini. Ouais. Donc c'est ça qui est dramatique. Est-ce que ça veut dire qu'on va assister à une flambée des prix dans la restauration dans les prochains mois, ou à la fermeture de certains établissements qui sont un petit peu justes aujourd'hui, qui boiront le bouillon demain? Alors il y a plutôt 3 scénarios, c'est-à-dire qu'il y a certainement une possibilité que des entreprises mettent la clé sous la porte, ça c'est surtout si tout le monde joue le jeu, et il y a ceux qui ne joueront pas le jeu parce qu'ils vont dire moi je ne sais pas payer toutes ces taxes pour continuer à rémunérer mon personnel à ce prix-là. Donc finalement on va continuer à reproduire ce qu'on appelle le black, de l'argent noir, alors que nous le combattons de manière structurelle en faisant des propositions étudiées et que nous nous soumettons aux autorités publiques. Et puis la troisième possibilité, c'est effectivement qu'il y ait une politique inflationniste même dans les menus et dans les cartes proposées. Donc on va rendre encore plus déserts certains endroits parce que les bistrots ne pourront plus vendre une bière à un prix décent. Il y a toute une valeur sociale ajoutée à ce monde de l'ORECA que je crois que les pouvoirs publics oublient. Et donc ils doivent essayer de maintenir ça parce que c'est une question de cohésion sociale. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu Léonard, Fédération ORECA Bruxelles, et Mathieu De Wever du service d'études de l'Union des classes moyennes. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de Plus d'Actu. Continuez à bien vous informer et à demain.